Ce soir, je voudrais évoquer le Japon après la catastrophe, ce à quoi il faudrait penser, quelle est l'architecture, comment peut-on concevoir l'architecture après la catastrophe. Et je voudrais vous présenter quelques-unes de mes initiatives et j'aimerais avoir vos commentaires à ce sujet. Donc je vais commencer ma présentation. Je vais vous montrer quelques images saisissantes. C'est la médiathèque de Sendai, l'étage supérieur, c'était le 8e étage des images pendant le séisme. Moi-même, c'est en voyant ce film que j'ai mesuré les dégâts dans cette médiathèque. Et il se trouve qu'il y avait un caméraman professionnel qui se trouvait à cet étage et qui a pu donc prendre ces images. Et le lendemain du séisme, ces images étaient diffusées dans le monde entier via la plateforme YouTube. Je pense que certains dans la salle ont certainement dû voir ces images. Il se trouve que c'était le lendemain du séisme que nous devions fêter les 10 ans depuis la première inauguration. J'avais organisé une conférence avec le maire de la ville. Il se trouve que la veille, le Japon a été frappé par cette tragédie. Donc il n'y avait pas de problème au niveau de la structure même du bâtiment. Mais comme vous aviez pu le voir à travers ces images, une partie du plafond s'est effondrée. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, vous voyez l'ensemble des livres qui ont été projetés de leur rayonnage.
Donc, quelques dégâts mineurs. La médiathèque a donc dû fermer pour réparation pendant 2 mois et il a fallu près d'1 an avant que le bâtiment puisse fonctionner à nouveau. J'ai voulu le plus vite possible que cette médiathèque puisse à nouveau accueillir des personnes, car je pensais que pour les personnes des zones sinistrées, c'était justement ce genre d'espace qui était nécessaire pour que les personnes puissent se réunir, se retrouver dans cet espace, cet immeuble. Et c'est pour cela que j'ai décidé de me rendre régulièrement dans les zones sinistrées. Et parallèlement, comme vous le savez, Fukushima a été frappé par une catastrophe nucléaire. La centrale nucléaire a été considérablement endommagée et nous voyons encore les séquelles de cet accident. Il est difficile pour le peuple japonais de savoir avec certitude, d'apprécier avec certitude la situation actuelle. On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait une grande transparence en matière d'information. Mais en dépit de cette situation, le gouvernement japonais envisage de faire redémarrer plusieurs centrales dans différents endroits au Japon. C'est une situation proprement inconcevable. 3 semaines après le séisme, j'ai pu me rendre à la médiathèque de Sendai. Et j'ai également visité différentes régions qui ont été frappées par le tsunami. Il se trouve que c'est tout près de l'endroit où j'ai construit plus tard la maison pour tous. Je suis au dernier étage d'une école primaire et à l'époque, il se trouve que seule cette école avait subsisté. Les enfants s'étaient réfugiés dans les étages supérieurs, donc ils ont été sains et saufs. Mais de cette plateforme d'observation, ces enfants ont vu leur maison disparaître et pour certains d'entre eux, leur famille emportée par les vagues. Je voudrais maintenant évoquer les projets de reconstruction dans ces régions. Tout à l'heure, vous avez vu la région de Rikuzen-Takata. Je voudrais évoquer les projets qui sont actuellement en cours dans cette région. Alors, il s'agit d'un quartier de Rikuzen-Takata. C'est le photographe Naoya Hatakeyama qui avait pris ces images avant le séisme. C'est une prise de vue après le séisme. Après la catastrophe, environ 2 mois après la catastrophe de Fukushima. Comme vous le voyez, la caractéristique de la région de Rikuzen-Takata est la suivante. Le centre-ville est concentré dans une zone bien précise que vous voyez sur cette diapositive. Tout à l'heure, vous avez vu un plan. Donc, au pied de ces montagnes étaient construites les habitations. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez imaginer. Et comme vous voyez, sur ce littoral, il y a une zone qui est tracée en bleu. Et on envisage d'y construire des brise-lames. Donc, digue d'une hauteur de 12,2 mètres. C'est la hauteur qui émerge de la surface de l'eau. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va supprimer des quantités considérables de montagnes
Et nous allons transporter, on va transporter une quantité considérable de terre pour construire ces digues. Diapositive suivante. Voilà, c'est la zone que je suis en train de vous pointer. Donc on est en train de mettre de la terre sur une épaisseur de 10 mètres. Vous voyez la maison pour tous qui serait quasiment enterrée sous cette masse de terre. Il se trouve que cette digue a une hauteur de 12 mètres. Et c'est une succession de pyramides sur une longueur de 100 mètres qui va être bientôt construite. Donc des quantités considérables de béton seront utilisées dans le cadre de ce projet. Donc, on peut dire qu'on sera très vite à court de matériaux de béton. Les coûts de construction seront également prohibitifs. Alors, il ne s'agit pas de la région de Rikuzen, du quartier de Rikuzen-Takata. Juste après le séisme, j'ai souhaité imaginer une ville qui soit davantage tournée vers les habitants, une ville où les gens puissent se sentir en paix. J'ai voulu construire une série de tertres comme moyen alternatif aux digues qui avaient été envisagées par le gouvernement. Donc ceci est un exemple de projet que j'avais envisagé. Il ne s'agit pas de construire une succession de digues de la même hauteur, mais plutôt de construire une ligne de tertre plus variable pour essayer de se protéger de la mer à travers plusieurs cloisons. Alors voilà un autre exemple de projet dans un autre quartier. La population a souhaité construire un terrain de rugby. Donc nous avons pensé utiliser l'arrière d'une digue pour fabriquer des gradins pour ce terrain de rugby. Mais toutes ces idées ont été rejetées par les administrations, tout simplement parce que les administrations publiques considèrent qu'un parc doit être un parc, la digue doit remplir la fonction d'une digue. Donc les administrateurs qui gèrent tous ces éléments sont cloisonnés. Ce sont des administrations différentes. Et c'est cela qui explique le rejet de mon projet. Donc j'ai multiplié différentes propositions et finalement ce qui s'est concrétisé, c'est justement la maison pour tous. Nous avons collecté les fonds et pour la maison de Rikuzen-Takata, nous avons également bénéficié d'aide de la part des donateurs français à travers Zoom Japan. Donc je souhaitais réitérer tous mes remerciements. Donc, grâce à l'aide des entreprises, l'aide de personnes privées, de fondations, aussi bien au Japon ou dans les pays étrangers, nous avons pu collecter les fonds. Mais même lorsque le financement était garanti, ce n'était pas facile de convaincre les autorités publiques. Telle est la dure réalité. Je voudrais maintenant vous présenter quelques exemples des maisons pour tous. La maison pour tous. Je pense qu'elle a plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est une maison conçue par tous, construite par tous. D'ordinaire, lorsque on réalise un ouvrage public, on sait qu'il y a des usagers, ceux qui habitent dans cet immeuble. Nous avons les architectes qui conçoivent le bâtiment et nous avons également les collectivités locales. Et d'une façon générale, ces trois parties s'opposent bien souvent. Mais ici, au contraire, nous avons pu tous nous réunir, usagers, constructeurs,
ou architectes comme nous, et également les étudiants bénévoles. Toutes ces personnes se sont rassemblées ensemble pour construire quelque chose. Donc il s'agit vraiment de construire ensemble. C'est un projet que je voulais réaliser à cette occasion. Et à travers cette maison pour tous, même si c'est une initiative modeste, à petite échelle, nous avons probablement pu restaurer les liens communautaires. En tout cas, tel était mon souhait. Enfin, troisième objectif, c'était aussi pour insuffler l'énergie à cette population. Il existe aujourd'hui plusieurs sortes de maisons pour tous, des maisons pour tous qui soutiennent l'agriculture, la pêche. À travers toutes ces initiatives, comment vivre après le séisme? Je voudrais que les maisons pour tous soient justement le lieu où ces habitants puissent réfléchir à cela. Nous avons constitué une association, Kishin no Kai, avec 5 architectes. La Maison pour tous était donc une initiative qui avait été initialement proposée par cette association. Et c'est Madame Kazuyo Sejima et moi-même qui poursuivons ces initiatives aujourd'hui. Monsieur Riken Yamamoto a également conçu une des maisons pour tous. Aujourd'hui, il existe 10 maisons pour tous, 10 maisons qui sont utilisées par les habitants. 4 maisons pour tous sont actuellement en cours de construction ou devrait commencer à être construite cet automne. Les 10 maisons pour tous se trouvent dans la préfecture d'Iwate et de Miyagi. Ce sont les régions qui ont été frappées par le tsunami dans le nord. Mais à Fukushima, pour l'instant, il n'a pas été possible de construire de maisons pour tous. Mais aujourd'hui, à Fukushima, certaines personnes craignent les dégâts de la radioactivité. Je pense qu'en réalité, ce n'est pas aussi dangereux, mais en tout cas, il y a une certaine défiance de la population qui évite de faire jouer les enfants dehors. Les parents ont peur de faire jouer leurs enfants à l'extérieur. Donc à Fukushima, nous avons construit une sorte de gymnase, de petit gymnase, de façon à ce que les enfants puissent jouer librement dans un environnement un peu plus sûr. La première maison pour tous a été construite à l'est de la ville de Sendai. Cette maison a été achevée l'automne 2011. Vous avez vu tout à l'heure l'image qu'on voyait de la plateforme d'observation de la maison. C'était cette région qu'on voyait. C'était un lotissement où venaient d'être construits 60 logements provisoires. Nous nous sommes rendus dans ce lotissement. Nous avons pu dialoguer avec les personnes qui venaient d'être relogées dans cette zone. Alors, ce sont des gens qui ont perdu leur maison après rester dans les refuges. Ils se sont déménagés à des logements provisoires. Mais le logement provisoire était très exsangu. Et dans la plupart des cas, au début, quand on essayait de leur parler, ils regardaient en bas, ils ne nous regardaient pas. Mais au fur et à mesure, nous avons fait des propositions et au fur et à mesure que nous continuons à dialoguer, ils ont commencé à dire leurs idées. Nous, on veut ce genre de choses. Nous, on souhaite avoir des choses comme ça. Ou bien même des cas concrets. On veut des fours en bois, ou bien on veut avoir des engawa, une avancée qui entoure la maison.
Donc, ils ont commencé à donner des idées, des souhaits plus concrets. Et moi, j'ai pensé qu'il faut accepter toutes ces idées-là et construire une maison. Et en conséquence, ça c'est le plan de la maison. Ce qu'on voit en haut, et c'est les logements provisoires et la salle de rassemblement dans le logement provisoire qui a été préparée par la collectivité locale. Bon, il y a une salle pour rassembler les gens, certes, mais c'est vraiment une salle de réunion, tout court, ce qui ne conforte pas les soucis des résidents. Alors, j'ai pensé de construire une maison avec une petite avancée qui entoure la maison, une petite maison que tout le monde peut utiliser. Le plancher est en terre battue ou en carrelage et il y a une table pour 6 personnes et également une petite pièce en tatami et également donc un chauffage à bois. Ça, c'est le jour de l'inauguration. Ça faisait plusieurs mois et nous avons vu que les habitants ont repris un peu de courage. Et ils nous ont proposé du saké, ou bien ils ont proposé des mets qui nous ont été proposés. Alors ce genre d'ambiance, c'est toujours de l'actualité. À chaque fois que nous visitons cette maison pour tous, la plupart sont les personnes âgées, notamment ce sont les personnes qui étaient agriculteurs avant les catastrophes. Ces habitants étaient vraiment ravis et ils pleuraient même de voir cette maison pour tous. Et comme vous le voyez, c'est une maison tout à fait ordinaire, en bois, mais pour les habitants, le fait que cette maison se trouvait au milieu des logements provisoires, ils ont trouvé que c'était comme si leur maison revenait. C'est ça qu'ils ont eu dans leur esprit. Les logements provisoires, ce sont des boîtes. Et pour eux, ce n'était pas vraiment une maison. Les gens disaient que j'aime bien cette odeur de bois ou bien la lumière chaleureuse. Le logement provisoire ou bien cette maison, de toute façon, ils ne sont pas très grands. Mais le logement provisoire, ce n'est pas une maison. Et ici, c'est une maison. C'est vraiment une différence très subtile, peut-être. Il y a des choses qu'on peut faire dans les logements provisoires, qu'on peut faire revivre ce genre de choses. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est incompréhensible pour moi que ce genre de choses ne peut pas être préparé pour les habitants. Ensuite, comme on a vu dans le film tout à l'heure, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer en détail, c'est la maison pour tous de Likuzen Takada. Voilà, ce sont les 3 architectes. Avec eux, nous avons travaillé pour à peu près 8 mois en discutant qu'est-ce qu'on va construire. On a vraiment discuté pendant longtemps. Et comme par hasard, la Biennale de l'architecture de Venise, version 2012,
Nous avons eu l'occasion de pouvoir présenter la procédure de cette maison pour tous, parce que j'étais commissaire pour le pavillon japonais. J'ai demandé à ces 3 architectes de construire la maison pour tous à Rikuzen Takada. Alors, ces 3 architectes, ce sont les gens à peu près de quarantaine. Ce sont les architectes, jeunes architectes représentatifs dans le monde d'architecture japonaise. Et je leur ai dit que c'est pas un appel d'offres ni un concours que j'ai dit. Je leur ai dit que je voudrais que vous pensiez ensemble tous les 3 en discutant avec moi et faire quelque chose de collectif. Et comme ça a été présenté également au tout début, chacun a porté ces idées dans des maquettes, 3-4 maquettes à chaque fois. Ils venaient dans mon bureau. Alors, je ne sais pas comment ça a été présenté, mais c'était intéressant pour moi. Être architecte. Et après avoir vu des catastrophes pareilles, qu'est-ce qu'un architecte pourra le faire? Et c'est ça qu'on voit vraiment, cette différence, cet écart. Parce que d'habitude, ces architectes ne construisent pas les maisons avec des toits. Mais les habitants du quartier voulaient avoir les toits. Alors, en tant qu'architecte moderne, la construction, c'est sans toit, c'est plutôt plat, parce qu'on pense que c'est plus joli. Ça, c'est du modernisme. Mais les habitants souhaitent avoir des toits. Donc, dans ce cas-là, on va essayer de faire les toits. Mais regardez ce projet. Il y a plein de toits. Il n'y a que les toits. Alors, donc, on essaye de se montrer avec les toits. Mais ça, c'est très architecte. Démonstratif. Alors, on a discuté, ah non, ça ne va pas. Ou bien, regardez, donc il y a plusieurs grilles. Parce que c'est un architecte qui pense que les grilles sont jolies. Ou bien les quadrillages sont jolis, mais on a dit que les habitants ne seront pas contents de voir ce genre de quadrillage. Alors après, on a rajouté des plantes en disant que voilà, comme ça, ça fait plus entouré de nature. Alors, les architectes, y compris moi, sont des êtres vraiment étranges. Parce que qu'est-ce que les architectes créent pour qui? Peut-être on crée pour les architectes eux-mêmes. Alors ça, ce sont des discussions que nous avons eues plusieurs fois avec eux. Alors, à ce moment-là, une chose, ça c'est Madame Sugawara. D'ailleurs, c'est elle qui est venue nous dire qu'elle voulait une maison pour tous. Parce que Madame Sugawara, elle était coiffeuse au centre-ville de Rikuzen Takada. Et bien sûr, son salon, sa maison a été emportée par le tsunami. Mais après les catastrophes, elle essaye d'aider les sinistrés. Elle va dans les gymnases, s'occuper des autres. Elle va dans les hôpitaux et
et elle essaye de prendre soin des gens hospitalisés. En rencontrant Madame Sugawara, les trois architectes étaient très émus et ils ont eu plusieurs inspirations d'après ce que Madame Sugawara leur a parlé. Et c'est ainsi que la maquette que vous voyez, les idées se sont un peu concentrées et les idées qu'elles nous ont données sont concentrées dans cette maquette. Ça, c'est une chose, c'est une fête organisée chaque été dans la ville. C'est un char pour de la fête. En fait, la structure, c'est composé de plusieurs troncs d'arbres. Et avec des chars décorés, on fait la fête. En 2012, j'ai vu cette fête dans cette ville. Et maintenant, il ne reste plus rien du centre-ville, mais la fête continue. Et quand j'ai vu les chars dans la ville où il n'existe plus rien, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. On a perdu la ville, mais les habitants prennent exactement le même trajet que quand la ville existait. Mais plus tard, on va rehausser le terrain de 10 mètres, donc la ville sera complètement changée. C'est pour la sécurité, pour être rassuré qu'on essaye de faire ça, mais est-ce que c'est vraiment permis de faire ça? Et en attendant cet rehaussement de terrain, on ne peut rien construire. Est-ce qu'on peut laisser dans cet état-là? C'est-à-dire qu'il faut couper une montagne pour avoir suffisamment de terre pour rehausser le terrain de centre-ville. Et les gens maintenant... les gens sont forcés de déménager dans les terrains en hauteur et pour construire les maisons en hauteur, on enlève la terre qu'on réutilise pour rehausser le terrain du centre-ville. Il y a quelque chose qui se passe, qui est anormal, qui se passe là-bas. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue de la part de M. Sugawara, les pins malades. Et en utilisant les troncs de ces arbres, on va essayer de construire la maison. C'était une inspiration qui nous a été donnée par Madame Sugawara. Ici, on est en train d'enlever les écorces des arbres. Et nous sommes en train de préparer donc les colonnes qui seront les symboles. Alors, je ne sais pas si au niveau architecture, la Maison pour tous est quelque chose d'excellence. Moi, je dirais que c'est 50-50. Mais en utilisant les arbres malades, faire revivre ces arbres qui étaient à moitié morts, c'est un symbole. Et de ce point de vue, je pense que c'est une idée excellente. Mais est-ce que c'est une maison que les architectes ont fait pour les autres? Je me demande si les architectes n'ont pas fait cette maison pour les architectes eux-mêmes encore. Donc, il n'y a pas vraiment d'espace intérieur ici.
Voilà la biennale d'architecture de Venise, des photos du pavillon japonais. Nous avons exposé 160 maquettes. Ce qui m'a particulièrement touché, c'est cette photo prise par M. Takayama. On a utilisé un appareil photo spécial qui retrace le site sinistré depuis un an. On voit que les herbes commencent à pousser, on voit du vert. C'est un paysage qui inspire beaucoup de sérénité. Alors, c'est une photo panoramique d'une longueur de 60 mètres, mais on ne voit pas un seul être humain sur cette photo, alors qu'il s'est passé un an depuis le séisme. C'est un paysage sans être humain. Ce calme est beaucoup plus saisissant que ces images de décombres. Voilà ce que m'a suscité cette photo. Voilà cette photo donc panoramique. Hauteur 4,5 mètres, longueur 60 mètres. Autre exemple de maison pour tous. C'est une maison qui a été achevée l'été dernier, qui avait vocation à soutenir le développement de l'agriculture locale. Comme Rikuzen Takata, c'est une zone qui se trouve face à une grande baie, habitée par de nombreux agriculteurs. Les 6 localités ont été toutes emportées par les vagues. Et vous voyez la zone rouge. La population a décidé de se reloger dans cette zone. Et juste à côté, nous avons envisagé de construire une maison pour tous. C'est notre première réunion avec la population locale. Pour que ce projet puisse voir le jour, nous avons bénéficié d'un parrainage d'une société d'informatique, de technologie de l'information de Tokyo. Et là, vous voyez les membres d'une organisation non lucrative qui se sont engagés dans ce projet. Alors, ça n'a pas de lien direct avec la maison pour tous, mais il se trouve qu'au cours du processus de construction, les habitants ont décidé de cultiver du riz et les membres de cette organisation non lucrative a lancé un appel en mettant cette photo sur leur site internet. Et donc, des jeunes, notamment de Tokyo, sont venus pour participer à cette culture de riz. Ce n'était pas uniquement pour apporter une aide. Certains jeunes venant de Tokyo étaient intéressés par l'agriculture. Mais je n'ai pas le temps de développer davantage ce point. Mais tout cela pour vous dire que nous assistons à une certaine mutation à Tokyo. Selon certaines statistiques, des jeunes ayant la vingtaine, le tiers de ces jeunes souhaitent partir en province pour se lancer dans l'agriculture.
Donc, ce sont des personnes qui sont parties de leur province pour s'installer à Tokyo et finalement, ils trouvent que leur travail n'est pas intéressant, ils n'ont aucun espoir en l'avenir et sont justement ces jeunes qui sont aujourd'hui en passe de faire un retour dans leur pays, un retour dans les provinces. Là encore, nous avons exploité des matériaux qu'on trouvait localement. Donc vous voyez, c'est une maison qui n'a pas de particularité et c'est notre cabinet d'architecture qui a mené le projet. Alors vous voyez un plan sommaire. Les 2 tiers de la surface, c'est le doma, c'est une sorte d'entrée traditionnelle à la japonaise. Vous avez également un plancher en bois, du parquet. Et sur ce doma, qui est donc cette entrée couverte, il y a un four. Et les membres de cette organisation non lucrative vont faire cuire le riz cultivé par leurs propres soins ou vont accommoder des légumes qu'ils auront cultivés pour les commercialiser à prix modique dans cet espace. Il s'agit de montrer aux gens venant de la ville que l'agriculture est une activité intéressante. Donc ces jeunes envisagent également d'installer une école d'agriculture dans cet endroit. Donc vous voyez projeté à l'écran les gens de l'entreprise qui a parrainé l'opération, les personnes représentant de l'organisation non lucrative et également mes collaborateurs. Voilà ce qui s'est passé lorsque nous avons décidé de fabriquer ce four. Vous voyez donc le doma, cette entrée qui est plus souvent en terre battue. C'est un espace qui existe, qui s'appelle tataki, qu'on trouve dans les maisons traditionnelles. Il s'agit d'une entrée qu'on fait le plus souvent en terre battue, qu'on frappe, tataki. Donc voilà les scènes le jour de l'inauguration des mères de famille se sont réunis pour nous préparer des plats mijotés. Et à la fin de chaque week-end, on commercialise des légumes qui ont été cultivés dans la région. Autre exemple récent, les enfants qui reviennent de l'école s'arrêtent dans cette maison pour tous pour faire leurs devoirs. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire. Je vais maintenant passer à un autre exemple. Il ne s'agit pas véritablement d'une maison pour tous, mais c'est une construction qui s'appelle K-Port, qui a été réalisée à Kessen-Numa. Et le concept est très proche de celui de la maison pour tous. Donc c'est la baie la plus grande de Kessen-Numa. C'est une baie qui est absolument magnifique. Vous voyez que c'est une baie qui est entourée d'arbres. Et il y a un marché de poissons à cet endroit. Comme vous le voyez, des ferries qui rentrent dans cette baie. Et par comparaison avec des autres villes, on peut dire que le marché aux poissons est particulièrement important. Mais comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on a envisagé un projet de construction d'une brise-lame, d'une digue, d'une hauteur de 4,4 mètres. Et la population s'est dressée contre ce projet. Il ne s'agissait en effet pas... C'est une digue de 4,4 mètres de hauteur. Donc ce n'est pas une construction aussi importante que celle de Rikuzen Takata, mais il n'empêche pas moins qu'on ne voit plus ces paysages magnifiques.
Et je pense que vous connaissez la personne qu'on voit projetée à l'image. C'est un acteur de cinéma extrêmement connu au Japon. Il s'agit de Ken Watanabe. Et Ken Watanabe participait au mouvement de contestation et a décidé, a proposé d'inaugurer un café à l'endroit où on envisageait de construire des digues. Donc il a participé au financement à hauteur de 3/4. Le solde a été apporté par la société française Hermès. À gauche, vous voyez un petit bâtiment noir et c'est justement le K-Port. K, ce sont les initiales de Keisen-numa, de Ken Watanabe, et c'est également la première lettre du mot Kizuna. C'est un terme qui a été souvent utilisé, qui exprime les liens tissés entre les différentes personnes. C'est le cas de Kizuna, donc. Et c'est pour cela qu'on a appelé cet endroit K-Port. Vous voyez cette construction. C'est une salle de spectacle également. Et au quotidien, il s'agit d'un café. Là encore, c'est un espace qui permet aux habitants de se rassembler. Ils peuvent également prendre une collation. Voilà le jour de l'inauguration du K-Port. Il y avait 70 habitants qui ont été invités pour fêter la construction de cet édifice. Et une fois par mois, M. Ken Watanabe ainsi que son épouse, qui est également actrice, viennent dans le K-Port pour organiser des séances de lecture. Vous voyez que à la fin de la journée, vous voyez les bateaux illuminés qui entrent dans le port. Donc c'est un très beau paysage. Et grâce à ce genre de manifestation, les digues vont être finalement construites derrière le marché aux poissons et derrière ce K-Port. Rien n'est encore totalement définitif, mais c'est ce qui est envisagé. Alors, j'en ai fini avec le séisme, les catastrophes qui ont frappé le Japon. Je voudrais maintenant vous parler de 2 projets auxquels je participe. Premier projet, il s'agit d'une initiative d'une ville de province au Japon. Il s'agit du Gifu Media Cosmos. Vous avez vu tout à l'heure la médiathèque de Sendai, et c'est un programme qui est très comparable à celui de la médiathèque de Sendai, mais le site est beaucoup plus vaste, donc on peut envisager une construction sur 2 niveaux. Le premier étage fait une surface de 90 sur 80 et vous voyez une toiture ondulée. Voilà la façade sud du bâtiment. Autour de la place, normalement sur la gauche, devrait être construite la mairie de la ville. Côté ouest, à l'ouest du bâtiment, comme vous le voyez, nous projetons aménager une allée bordée d'arbres. Cela s'est d'ailleurs terminé aux 2/3 et c'est également quelque chose que nous avons conçu. Alors, la diapositive que vous voyez résume le concept qui a présidé à la construction du Gifu Media Cosmos.
Le concept était le suivant: comment limiter au maximum la consommation d'énergie du bâtiment. Il s'agissait de réduire la consommation énergétique de moitié par rapport à un immeuble d'envergure comparable. Alors, le facteur le plus important, c'est la nappe phréatique qu'on trouve sous cet immeuble. Il se trouve que le site se trouve proche d'une rivière, donc nous disposons d'une source d'eau souterraine très abondante. Donc, on a pu mettre en place une climatisation à chaleur radiante, un chauffage par le sol. Donc l'air chaud ou l'air frais remonte naturellement, progressivement, dans les étages supérieurs. L'été, cet air est évacué par le toit. L'hiver, cette ouverture sera fermée et l'air va pouvoir circuler à l'intérieur de l'immeuble. Nous voulons également exploiter les énergies renouvelables comme l'énergie photovoltaïque. Et c'est comme cela que nous envisageons d'atteindre notre objectif de réduction de moitié de la consommation énergétique. Et vous voyez une sorte d'abat-jour, c'est ce que nous appelons globe. C'est donc cet élément blanc que j'appelle globe. 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres, 14 mètres, ce sont des diamètres assez importants. Ce sont des globes qui sont fabriqués en polyester et ce polyester est recouvert d'un revêtement de textile. Et sous ce globe, nous envisageons d'installer différentes sortes de salles de lecture. Et la lumière naturelle passe par la toiture et grâce à ce globe, cette lumière devient très douce. Alors voilà le rez-de-chaussée, le plan du rez-de-chaussée. Vous voyez au centre les rayonnages des bibliothèques. Séparés par des vitres. Vous voyez également des galeries, des auditoriums qui entourent cet espace. Voilà cet espace atelier. Derrière, vous pouvez voir un certain nombre de studios. L'objectif, c'est de permettre aux habitants de s'adonner à différentes activités. À droite, vous voyez une baie vitrée. Donc voilà la galerie qui est ouverte, l'entrée principale et l'escalier roulant qui mène à l'étage supérieur. Voilà le plan du premier étage. Ce que vous voyez, les cercles que vous voyez sont justement ces globes dont je vous ai parlé, ces espaces qui abritent des salles de lecture. Donc on peut par exemple lire en s'installant confortablement dans un canapé. Ou alors on peut travailler parce que certains bureaux sont installés. Donc les globes abritent toutes des salles différentes. Côté ouest, il y a une grande terrasse. Côté sud, côté est, vous trouvez également d'autres terrasses couvertes pour avoir un espace ouvert sur l'extérieur. Voilà un exemple de globe. Donc l'idée, c'est de prévoir des petites structures à l'intérieur d'une grande structure. C'est comme une succession de plusieurs maisons pour tous.
Alors, voilà la toiture. Nous avons voulu fabriquer ce toit avec du bois qu'on trouvait localement. Vous voyez des surfaces courbes en 3 dimensions. C'est une succession de coques ondulées. Et pour rendre cette ligne courbe, nous avons rassemblé différentes lattes de 2 cm d'épaisseur, superposées en 3 directions différentes, de façon à fabriquer cette coque incurvée. Voilà, vous voyez la façon dont se superposent les lattes. Nous avons déjà un certain nombre de parties qui ont déjà été construites et nous devons nous atteler à la construction de la toiture à partir de juin. Là, vous voyez le chantier. Et donc, on est en train d'élever une charpente en béton jusque dans les étages supérieurs. Voilà ce globe en dimension réelle. Nous sommes en train de faire différentes simulations. Dernier exemple dont je voudrais vous parler. Il s'agit de l'Opéra House de Taichung à Taïwan. Déjà, il y a eu des concours il y a 8 ans et ça fait 8 ans qu'on est sur ce projet. Donc, il s'agit d'un endroit de réaménagement de Taichung. Il se trouve dans un très grand parc. Et dans cet volume, 2000 sièges, 800 et autres 800. Donc, les salles qui permet une sorte de complexe qui permet les représentations de l'opéra. À droite, c'est la plus grande salle. À gauche, celle qu'on voit en face, c'est la salle à 800 sièges, 800 places. Et il y a 200 places, un petit théâtre au début qui était conçu sur le toit va se trouver finalement au sous-sol. Il s'agit d'une structure très complexe qu'on essaye de faire en béton. À l'époque de médiathèque de Sendai, il s'agissait d'une tube uniquement verticale, mais cette fois-ci, il y a une répétition de tubes horizontales et verticales. Alors ça, c'est le principe. Il s'agit d'une répétition de courbes, de surfaces courbées en 3 dimensions. Et il s'agit d'une répétition de tubes A et B qui répètent éternellement. Et selon le programme, on peut changer la forme. Ça, c'est on peut calculer jusqu'à la structure. Maintenant, il a fallu plusieurs réflexions pour construire vraiment. Et finalement, la solution que nous avons prise, c'est le système de structure en treillis. À gauche, la partie jaune est représentée à droite. Il s'agit d'une surface courbée verticale et il s'agit d'un treillis en câble en fer. Et chaque espace de 20 cm, on va les aligner. Et comme la surface est légèrement courbée, quand on met ensemble en horizontal, ça forme une surface courbée en 3 dimensions. Ça, c'est le rez-de-chaussée, le plan de rez-de-chaussée. C'est comme si le parc à l'extérieur est entré à l'intérieur de l'opéra.
Ça, c'est l'intérieur. C'est comme si il y a une répétition de grottes blanches. Ça, c'est la salle à 2000 places. Ça, c'est la salle à 800 places. Et au sous-sol, une petite salle de 200 places. Lorsqu'on ouvre l'arrière de la scène, il y a une continuité avec le théâtre extérieur. Ça, c'est le parc. Actuellement, la structure est presque achevée. Ça, c'est l'étage supérieur. La construction elle-même est une répétition assez simple. Ceci dit, il faut faire des surfaces courbées en nombre assez importantes. Donc les travaux continuent. J'ai un film que je peux vous montrer. Ça date d'il y a à peu près 1 an. Donc, il s'agit de la construction de l'Opéra House de Taichung. Alors, sur le béton, on met le mortar, on fait couleur blanche. Au foyer, il y aura un objet ou une peinture qui va de plantes organiques qui va être dessinée par un artiste taïwanais. À l'époque, il y a à peu près 1 an, donc, la partie supérieure, le niveau supérieur n'était pas encore prêt, mais maintenant nous avons les toits. Alors, avec le film, vous pouvez voir comment les choses sont formées. Alors, on fait quelques préparations en bas. Ça, c'est à l'intérieur de l'usine. Et on ramène, on soulève à l'endroit approprié. Ensuite, nous allons nouer tous ces éléments. Et on met 2 sortes de grilles sur la surface et ensuite on fait couler le béton. Avant que le béton soit complètement figé, on enlève les grilles. Ça, c'est une photo assez récente. Ça, c'est la partie de foyer de l'opéra qui mène à l'entrée de la plus grande salle.
Ça, c'est la salle intérieure de la salle à 800 places. C'est pareil. Actuellement, le plafond est déjà bouché. Ça, ce sont les escaliers qui mènent au toit. Voilà. Pour terminer, je voudrais vous montrer donc l'image faite par l'ordinateur, la répétition de la coupe de cette structure, c'est-à-dire qu'il y a 10 cm de partie de la découpe et on fait répéter, on dirait de liquide. Mais l'épaisseur de mur est dans la plupart des cas 40 cm. À la fin fin novembre de cette année, la plus grande salle à 200 places sera inaugurée. 2000 places, pardon, va être inaugurée. Et les autres salles seront prêtes pour l'année prochaine. Je vous remercie de votre attention.